Bienvenue donc à ce nouveau webinaire sur les technologies prioritaires en mécanique à l'horizon 2025. C'est donc le troisième webinaire de la semaine, puisque mardi nous avons parlé beaucoup matériaux. Hier, toujours à la même heure, nous avons parlé procédés de fabrication. Aujourd'hui, le webinaire fera un zoom sur trois technologies prioritaires dans le domaine de l'IoT, des objets connectés, à savoir le jumeau numérique, les plateformes IoT et l'edge computing. Sur le slide numéro 3, vous avez finalement les couvertures des différents exercices technologies prioritaires en mécanique qui ont été menés depuis une vingtaine d'années par le CETIM et qui se traduisaient à chaque fois par un ouvrage largement diffusé et que vous avez peut-être eu entre les mains. Ça veut dire que ça fait plus de 20 ans, 25 ans même que le CETIM régulièrement réfléchit aux technologies qui sont importantes pour la mécanique à moyen terme. Donc c'est vraiment notre mission à travers cet exercice technologie prioritaire en mécanique ou TPM, d'éclairer à la fois l'industrie mécanique et puis tout son écosystème sur une cinquantaine de technologies qui nous semblent pertinentes. Donc c'est les technologies qui vont vous apporter quelque chose en termes de compétitivité, les technologies qui vont être suffisamment transversales pour intéresser plusieurs métiers de la mécanique, et puis ce sont des technologies qui ne sont pas forcément hyper nouvelles, mais qui sont aujourd'hui relativement peu développées ou déployées dans l'industrie mécanique. Donc voilà un petit peu les caractéristiques de ce qu'on appelle une technologie prioritaire en mécanique au niveau du CETIM. On est dans l'esprit des technologies clés du ministère de l'Industrie ou de ce genre d'exercice qui vise à mettre un focus sur quelques technologies en particulier. Alors ces technologies prioritaires, et ce slide là vous ne l'aviez pas vu pour l'instant, elles apportent évidemment des choses aux entreprises mécaniciennes qui vont les mettre en œuvre. Elles vont vous aider à innover, vous le voyez, elles vont vous permettre dans un bon nombre de cas de réduire vos coûts, de réduire vos délais, d'améliorer la durabilité de vos équipements, d'économiser de l'énergie ou d'alléger vos structures. Donc là c'est un comptage sur les 51 technologies prioritaires en mécanique 2025, puisqu'il y en a 51, vous allez le voir, du nombre de technologies qui, selon nous, apportent tel ou tel bénéfice de manière forte ou très forte à vos projets. De la même façon, ces technologies prioritaires, elles sont très transversales, je l'ai dit, et finalement elles intéressent beaucoup de secteurs clients de la mécanique. La mécanique est un peu partout, et vous voyez que la majorité de nos technologies prioritaires intéressent bon nombre de secteurs clients dans le domaine du transport, de l'énergie, du bâtiment, de la santé, etc. Alors, ces technologies prioritaires, elles sont transversales, on vient de le voir. C'est pour ça que le groupe de travail qui a contribué à identifier et à qualifier et à valider ces technologies prioritaires en mécanique, il est lui aussi extrêmement transversal. Vous avez ici les logos de tous les gens qui nous ont aidés à élaborer et à travailler sur les technologies prioritaires 2025. Sur la gauche, plutôt des gens dans le domaine de la recherche, des académiques. Sur la droite, des grands donneurs d'ordre de l'industrie mécanique et manufacturière. Et puis au milieu, les instituts technologiques comme le CETIM, évidemment avec la Fédération des industries mécaniques. Donc ce sont tous ces gens-là qui, pendant toute l'année 2019, se sont réunis à distance déjà plusieurs fois pour, on va le voir, identifier, sélectionner, valider toutes les technologies prioritaires qu'on va vous présenter aujourd'hui. Sur le slide 7, donc en deux mots la méthodologie. Donc on a effectivement exploité toutes les ressources de veille technologique au niveau du CETIM, puisqu'on publie plus de 240 notes et dossiers de veille chaque année. Donc ça fait une matière colossale. On a regardé également des roadmaps technologiques au niveau mondial.
Les membres du groupe de travail que je vous ai montré juste avant nous ont proposé une quinzaine d'idées de technologies que nous n'avions pas vues, et tout ça nous a permis d'avoir une base de départ de 84 technologies candidates que le groupe de travail a évaluées sur plusieurs critères afin de retenir les meilleures, et il y en a eu 51 qui ont été retenues in fine. Sur ces 51 technologies retenues, nous avons élaboré des fiches qui vont servir de support à ce que Karine et Bertrand vont vous montrer juste après. Et évidemment, le contenu de ces fiches a été également relu et validé par le groupe de travail et par des experts au niveau du CETIM qui ont également validé ce contenu. Alors sur la page numéro 8 que vous avez, j'espère, à l'écran, vous avez le décalage en quelque sorte entre l'ancien ouvrage, Technologie prioritaire 2020, et puis ce qu'on a aujourd'hui, Technologie prioritaire 2025. Sur les 51 technologies prioritaires 2025, il y a 30% de ces technologies qui sont nouvelles par rapport à l'exercice précédent. Ça veut dire, à contrario, que 36 technologies prioritaires 2020 sont toujours prioritaires en 2025. Donc il y a quand même à peu près les 2/3 qui ont été reconduites d'un exercice à l'autre. Il y en a eu 6 de fusionnés ou intégrés dans d'autres, et puis donc 11 qui n'ont pas été retenus. 51 moins 36, ça fait 15. Il y a eu 15 nouvelles technologies prioritaires dans l'exercice 2025, 15 technologies qui n'apparaissaient pas il y a 5 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en mécanique, l'innovation, elle prend du temps. Donc une technologie qui est prioritaire à un instant T, eh bien 5 ans ou 10 ans plus tard, elle peut encore et toujours être prioritaire. Il faut souvent 10, 15, 20 ans pour que des technologies mûrissent. Hier, on parlait de fabrication additive. Typiquement, depuis l'époque du prototypage rapide de la fin des années 90 ou des années 2000, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez qu'il s'est écoulé une vingtaine d'années, et je pense que pendant encore 10 ou 15 ans, la fabrication additive ou ces différentes technologies seront encore prioritaires dans le domaine de la mécanique. Alors, ce slide-là, je vous l'avais pas montré ni hier ni avant-hier. C'est des illustrations de quelques-unes des technologies qui n'ont pas été retenues. Donc vous avez en haut 3 technologies qui figuraient dans l'exercice technologie prioritaire en mécanique 2020 et qui n'ont pas été reconduites. Et puis peut-être plus intéressant, vous avez en bas 5, parmi plus, 5 exemples de technologies qui avaient été proposées comme originales par le groupe de travail et qui finalement, après évaluation, n'ont pas été retenues. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais sujets, des mauvaises technologies, ça veut dire que on est souvent sur des technologies qui sont peut-être pas tout à fait encore assez mûres, assez impactantes pour qu'on les retienne comme prioritaires. Mais il est fort possible que par exemple les notions de commande vocale, on les retrouve dans nos technologies prioritaires 2030 ou même peut-être un petit peu avant. Je ne l'ai pas précisé, mais au-delà je dirais du point d'arrêt que l'on fait tous les 5 ans, comme on le fait aujourd'hui, l'équipe veille du CETIM met à jour chaque année l'exercice technologie prioritaire en mécanique. Ça veut dire que chaque année, on s'autorise à retirer une ou deux technologies qui finalement ne donnent plus satisfaction au sens prioritaire du terme, ou à rajouter des technologies qui mûrissent et qui nous semblent importantes à vous signaler. Donc peut-être que la commande vocale ou l'électronique imprimée, par exemple, apparaîtront dans les technologies prioritaires l'année prochaine ou dans 2 ans. Ces 51 technologies prioritaires, elles sont réparties en 6 chapitres, en 6 briques technologiques qui sont classiques. On retrouve les matériaux et surfaces dont nous avons parlé mardi matin, les procédés de fabrication qui ont fait l'objet du webinaire d'hier. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'aspect objets connectés et surveillance avec des technologies comme celle du jumeau numérique que Bertrand présentera
en fin de webinaire qui sont très liés aussi à la brique conception simulation que vous avez en haut à droite. Et évidemment, et demain donc on parlera développement durable, et la sixième brique, celle sur le numérique, on n'a pas fait de webinaire spécifique, mais elle est complètement transversale et on va la retrouver, on va retrouver du numérique aujourd'hui, on en avait hier, on en aura pourquoi pas également demain. Vous avez ici les 51 technologies prioritaires en mécanique et sur fond jaune, les 15 technologies qui sont nouvelles. Je vous ai dit tout à l'heure, 30% de nos technologies n'existaient pas dans le précédent exercice TPM, et donc elles sont surlignées ici en jaune. Donc vous les voyez, elles sont, et c'est le hasard, ces nouveautés apparaissent dans chacune des briques. Il n'y a pas une brique où il n'y a pas une technologie prioritaire nouvelle. Donc il y en a beaucoup sur les matériaux, et puis aujourd'hui les trois qu'on va vous présenter, elles sont dans la brique objet connecté et surveillance, donc jumeaux numériques, plateforme IoT et Edge Computing. Avant de passer la parole à mes collègues, vous avez ici ce qu'on appelle la courbe de hype. Donc ça c'est pas un outil CETIM, c'est un outil que vous trouverez sur Internet, qui est bien pratique pour positionner des technologies suivant leur maturité. Alors si on est vraiment sur la partie gauche de la courbe, on est dans le monde de la recherche, on est dans les technologies vraiment très émergentes. Si on est sur le haut de cette courbe, on va être sur les technologies qui font le buzz, des technologies dont beaucoup de gens parlent, des technologies sur lesquelles il va y avoir beaucoup de création de sociétés, de start-up, etc. Si on continue la courbe, on a ce qu'on appelle la pente de la désillusion, c'est-à-dire des technologies qui vont finalement rencontrer certaines limites, certaines difficultés, certains verrous. On va se rendre compte que ces technologies ne fonctionnent pas toujours dans tous les cas qu'on avait imaginés. Certaines sociétés qui s'étaient positionnées dessus, certaines start-up par exemple, vont disparaître parce que la solution qu'ils avaient proposée finalement ne fonctionne pas ou ne rencontre pas son marché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pente de la désillusion. Et puis ensuite, les technologies qui restent, eh bien, elles vont petit à petit mûrir, s'améliorer, gagner en productivité. Donc là, c'est l'exercice qu'a fait Jean-Marc Bello, qui est intervenu avant-hier, de positionner nos technologies prioritaires. Et ici, il y en a 9, je crois, technologies de la brique objet connecté et surveillance, de les positionner sur cette courbe de hype. Pour terminer, avant de laisser la parole à Karine, un petit point sur la diffusion, c'est-à-dire comment vous pourrez accéder à toutes les informations que nous avons créées pour vous sur ces technologies prioritaires. Alors je vous l'ai dit, les années précédentes, on était très ouvrage papier qu'on a imprimé en nombreux exemplaires et qu'on a diffusé très largement. Il y aura un petit fascicule d'une dizaine de pages que j'ai pu voir hier, donc qui est pas encore tout à fait sorti, qui présentera l'essentiel de ce qu'il faut connaître sur nos technologies prioritaires, mais ça ne sera pas un ouvrage qui compilera toutes les fiches présentant ces technologies prioritaires comme on a pu le faire ces 20 dernières années. On a fait le choix d'être moderne, d'être numérique, donc on a exceptionnellement développé un site internet dédié au TPM 2025. Vous avez l'adresse à l'écran. Ce site, il est ouvert à tout le monde, sans inscription, quoi que ce soit. Donc ça, c'est le premier niveau d'information. Et puis ensuite, on a évidemment sur le site du CETIM, sur la Mécatech, deux autres niveaux d'information. Les fiches détaillées sur chacune des TPM 2025 que Karine et Bertrand vont vous montrer. Ça va leur servir de support à leur présentation et qui vous permettront d'avoir déjà un certain nombre d'informations sur l'état de l'art de chacune de ces technologies prioritaires. Ces fiches sont sur la Mécatech, mais elles sont accessibles à tous. Par contre, là, il faut s'inscrire. Il faut se créer un compte sur le site CETIM. Certains d'entre vous l'ont déjà fait, les autres peuvent le faire pour accéder à ces documents.
Et puis troisième niveau plus classique, évidemment, il y a tout un tas de documents qui restent complètement réservés à nos cotisants et c'est tout à fait normal. Sur la Mécathèque, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 250 documents de veille qui sont publiés chaque année. La période actuelle est douloureuse, mais en termes de veille, on reste très actif et on vous publie entre 5 et 10 documents de veille chaque semaine. C'est-à-dire qu'on a essayé plutôt d'augmenter notre production pour que les industriels qui sont parfois en télétravail ou en chômage partiel puissent profiter de ce temps libre entre guillemets pour consulter nos documents de veille. Évidemment, tout ça est réservé aux cotisants. Donc voilà pour la première partie du webinar. Je vais essayer de passer la parole maintenant à Karine. Nous sommes dans une des technologies concernant la brique des objets connectés et la surveillance des machines. Et donc, toutes les fiches sont construites sur la même trame, avec, pour commencer, une définition. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme IoT? Déjà, IoT pour Internet des objets, Internet of Things. Et donc, une plateforme IoT récupère et traite les flux de données issus des capteurs des objets connectés. Elle gère les différents périphériques et protocoles de communication, permet de créer de nouvelles applications à valeur ajoutée pour les entreprises. Donc ce que l'on dit avec cette définition, c'est qu'effectivement, on a donc des capteurs qui sont positionnés un petit peu partout sur des objets qui peuvent être de toute nature et qu'ils soient privés ou industriels. Et donc ces capteurs sont récupérés par une plateforme IoT. Et aujourd'hui, dans l'industrie mécanique, on a à disposition un certain nombre de plateformes qui ont été développées par de grands acteurs du numérique. Par exemple, la plateforme Predix de General Electric, ou bien MindSphere chez Siemens, Sentience chez Honeywell, et ainsi de suite. Vous en avez quelques-unes qui sont citées ici sur la planche. On ne peut pas toutes les citer, d'autant plus qu'elles sont très nombreuses. Il y en a au moins une vingtaine, 20 ou 30, qui sont couramment utilisées. Parmi les impacts forts des plateformes IoT, je relèverai essentiellement le fait que ces plateformes génèrent de la valeur grâce à la connexion et de clients, de producteurs et de fournisseurs. Donc en fait, ces plateformes génèrent de la valeur grâce aux interactions automatisées entre les différents acteurs. Et puis, un impact extrêmement important, c'est qu'en fait, on a affaire à un changement de paradigme économique, puisque l'on passe d'un modèle qui tirait sa valeur du produit, donc on avait autrefois un produit que l'on vendait et c'était celui qui avait de la valeur ajoutée, et aujourd'hui, on a plutôt une valeur qui vient de l'écosystème, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de ces données que l'on va générer de la valeur. Donc ce sont les principaux impacts que l'on peut relever. Et par contre, dans les défis, j'en relèverai un en particulier, qui est le fait que la plateforme modifie le positionnement d'une entreprise par rapport à ses fournisseurs, puisque on a une concurrence massive des fournisseurs qui sont donc mis face à face d'une manière différente de ce qui était le cas auparavant. Et puis, très important également, un point auquel il faut vraiment s'attacher, c'est qu'il ne s'agit pas de collecter le plus grand nombre de données possible, mais plutôt de bien sélectionner les données qui vont être utiles pour le traitement ultérieur. Donc, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir le plus de données possible. J'en arrive à la planche 4 sur les applications et les tendances.
avec une définition des 3 principaux services de cloud computing dont vous avez probablement déjà entendu parler, mais qui ne sont pas forcément toujours très clairs pour tout un chacun, à savoir l'IaaS pour infrastructure en tant que service, PaaS, Platform as a Service, et SaaS, Software as a Service. Donc, de quoi s'agit-il exactement? L'infrastructure porte bien son nom, il s'agit en fait du hardware qui va être dématérialisé ou plus exactement externalisé de l'entreprise utilisatrice. Donc en fait, lorsque vous choisissez d'utiliser un IaaS, vous avez toute la partie hardware qui est gérée par un prestataire extérieur. Mais de votre côté, vous continuez et tous les traitements de données dont vous pouvez avoir besoin. Avec une plateforme as a service, hardware évidemment toujours externalisé, mais également certaines bases de données et des couches d'intégration de données sont également externalisées, et vous allez de votre côté garder la main sur les développements d'applications. Software as a service, là vous utilisez carrément un logiciel qui est donc sur une plateforme à distance, et vous n'avez plus qu'à utiliser ce logiciel qui a été développé pour vos besoins propres ou pour des besoins plus généraux. On peut citer parmi les exemples que beaucoup de gens connaissent, Google Apps par exemple, qui propose un certain nombre d'applications, et donc il n'y a pas de besoin de connexion particulière. J'en arrive à la planche 5 avec quelques exemples de... Par exemple, je vais juste faire un focus sur la plateforme Predix de General Electric, qui permet notamment la surveillance de machines et la maintenance d'installations industrielles. Vous avez sur la droite 2 exemples. Un premier sur la surveillance de pompes et de compresseurs dans l'industrie pétrolière. Donc la plateforme permet de collecter les données qui sont mesurées sur les composants, et donc de pouvoir organiser la maintenance de ces composants à partir de leur surveillance à distance. Et de la même manière, sur la figure du bas, on a une analyse de surveillance sur des trains, avec une analyse combinée de la force du vent, la courbure des rails, la vitesse du train, et donc adapter en temps réel la vitesse de ce train pour éviter les déraillements, quelles que soient les conditions extérieures. Et puis on a la consommation énergétique. Donc on voit que ces plateformes IoT ont des applications assez diverses, et d'ailleurs elles s'appliquent sur différents marchés. Juste pour terminer sur ce thème, un petit mot du marché de l'IoT qui est amené à croître de manière très très importante sur les années à venir. Je ne dirai pas les quelques chiffres qui sont sur la planche à côté, mais ce que l'on voit, c'est qu'effectivement cette tendance ne fait que s'accélérer, et donc il devient vraiment crucial de s'intéresser à ces plateformes IoT. Plateforme IoT, et donc maintenant je vous propose de parler de Edge Computing. Donc, je suis arrivée sur la première page du Edge Computing, qui ne comporte que le titre, donc je vais tout de suite sur la page 2. Donc, on est toujours dans la brique des objets connectés et de la surveillance, avec la même structure que tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que le Edge Computing? C'est le traitement des données en périphérie du réseau, directement où elles sont générées. Le Edge Computing peut être considéré comme un réseau maillé de micro-data centers, qui traite ou stocke les données critiques localement.
C'est une technologie complémentaire au cloud computing. Donc effectivement, dans le cloud computing, les données sont gérées, alors que ici, la tendance est plutôt à remettre le traitement de données directement au niveau de la machine ou de l'usine pour faire déjà un traitement à proximité et non plus attendre que les données aient été envoyées, traitées et retournées ensuite à l'entreprise. Et c'est une technologie qui est principalement utilisée pour la maintenance prédictive. Voilà, c'est une tendance qui se renforce énormément ces derniers temps. Si l'on regarde par exemple le premier chiffre clé, on voit que plus de 80% des entreprises de la zone Europe, Moyen-Orient, Asie, on pense que donc, plus de 80% de ces entreprises utiliseront l'edge computing en 2020, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, comme tout à l'heure, quels sont les impacts et les bénéfices sur la planche 3? Quels sont les défis à relever? Alors, je ne vais pas tous les citer, on n'a pas matériellement le temps, mais ce qui paraît important, c'est de relever parmi les impacts la flexibilité que permet l'edge computing et l'augmentation de la productivité grâce à une analyse en temps réel ou pratiquement en temps réel avec éventuellement quelques millisecondes de traitement de temps par rapport au cloud computing. Et puis quelque chose d'important également, le fait que l'on limite la quantité de données sur le cloud et donc que l'on limite a priori les risques de piratage de ces données. Toutefois, restons prudents parce que dans les défis à relever, on note également quelque chose qui peut paraître contradictoire avec ce que je viens d'énoncer, à savoir que le fait d'avoir une architecture distribuée accroît finalement le nombre de points d'entrée sur le réseau des données de l'entreprise et cela rend le système plus vulnérable aux infections par des logiciels malveillants. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et puis dans les défis à relever, on note également le coût, parce que si chaque licence ne coûte pas cher, le fait de multiplier le matériel peut générer des coûts importants. Et enfin, de la même manière que du fait que l'on multiplie tous ces systèmes, on peut avoir un réseau avec une structure complexe, et notamment avec un ensemble hétérogène de plusieurs composants qui ne seront donc pas forcément tous sur le même mode de fonctionnement. Et donc il va falloir gérer l'interopérabilité de ces systèmes. Donc j'arrive sur la planche 5 avec des applications. Donc on l'a dit, le edge computing est fortement utilisé dans le cadre de la maintenance prédictive de parcs de machines, mais également dans le cadre de la réalité augmentée pour fournir des données qui sont très précisément localisées et spécifiques à un point d'intérêt de l'utilisateur. Donc on voit sur le graphe en dessous qu'effectivement là maintenant est l'une des applications qui permet la plus grande réduction des coûts dans l'industrie. Sur la planche 6, je vous présente un par marché. Donc les applications sont extrêmement larges et les marchés très diversifiés. Ici, il y en a quelques-uns qui sont cités, l'aérospace, l'oil and gas et l'énergie, mais d'autres marchés sont également concernés. Et donc, ce qui est important de dire, c'est que aussi bien sur des installations fixes, comme par exemple dans l'industrie pétrolière, ou sur des machines mobiles. Ça peut être des engins de travaux publics ou tout autre type de machine. Et pour conclure, ici une planche en page 7
simplement pour repréciser les différences entre cloud computing, fog computing, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et edge computing. Donc le edge computing, c'est vraiment au niveau de chacun des dispositifs dotés de capteurs. Le cloud computing tout en donc les data centers qui permettent un traitement globalisé de l'ensemble des données, et le fog computing, donc la couche intermédiaire qui permet un pré-traitement ou en tout cas des échanges entre le cloud et le edge. Voilà, j'en ai terminé et je vais donc passer la main à mon collègue Bertrand Bello qui va vous parler de jumeaux numériques. Oui, donc moi Bertrand Bello, je vais vous parler du jumeau numérique. Donc là, c'est ce que vous voyez en diapositive 1. Et je vais passer à la diapositive 2. Alors, toujours le même format avec qu'est-ce que la définition du jumeau numérique. Donc, c'est un modèle dynamique et connecté de simulation qui évolue en temps réel grâce aux informations captées sur l'objet, composants, produits, machine, usine. Il permet de diagnostiquer et d'analyser le produit ou le process en permanence et dans les conditions réelles d'exploitation, et ainsi d'optimiser son fonctionnement et sa maintenance. Alors en fait, finalement, le jumeau numérique, ça utilise quasiment toutes les briques, on va dire, du digital, parce qu'en fait, pour faire du jumeau numérique, il faut des capteurs connectés, il faut pouvoir transmettre l'information, il faut derrière des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour pouvoir traiter ces données, et ensuite ils doivent être donc elles sont apportées dans les modèles de simulation. Et en fait, c'est une boucle entre, on va dire, la simulation multiphysique d'un côté et l'analyse de données derrière. Donc, c'est finalement regrouper la puissance de l'intelligence artificielle et de la modélisation et simulation multiphysique dans un système qui permet donc d'améliorer alors à la fois la conception, mais en conception, mais également en maintenance les systèmes. Alors effectivement, là c'est le jumeau numérique, on voit bien que c'est quelque chose d'assez complexe, donc c'est encore quelque chose qui est relativement peu diffusé. Qui est vraiment émergent, hein. Vous aviez vu la courbe de hype présentée par Laurent. Je pense quand même on est encore un peu plus à gauche que l'endroit où elle était positionnée. Et donc aujourd'hui, ça intéresse quand même pas mal des grands donneurs d'ordre parce que ça leur permettrait soit d'améliorer et réduire leur temps de conception en amont ou ensuite en exploitation d'augmenter la durée de vie des équipements, quoi. Et donc c'est quelque chose qui est très tendance, qui aujourd'hui est quand même plus donc traité par des grands groupes, quoi. Si nous allons sur la diapositive 3, donc on revient sur impact et bénéfices et défis à relever. Alors comme je précisais sur la diapositive précédente, pour moi le grand intérêt de ça, c'est finalement de pouvoir, on va dire, surveiller à distance et en temps réel un équipement et optimiser son exploitation, mais vraiment tout au long du cycle de vie. Donc c'est vraiment même en amont au niveau de la conception jusqu'à finalement à la fin de vie de l'équipement ou de l'usine, hein. Ça dépend quel est le périmètre du jumeau numérique. Je pense que c'est réellement l'enjeu fort de cet outil. Mais effectivement, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir les données, hein, forcément, nécessite des compétences très importantes, parce que d'un côté, il y a des compétences en sciences des données, en intelligence artificielle, de l'autre côté, en modélisation et simulation multiphysique. Donc tout ça, bien entendu, ça a un coût et nécessite finalement de sous-peser, on va dire, l'intérêt technico-économique d'un tel projet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est de plus en plus, en tout cas, émergent et demandé dans l'industrie. Alors, sur la diapositive 4, un exemple intéressant de montrer que on a déjà eu des études de jumeaux numériques sur des équipements fluidiques. Alors, exemple ici, par exemple, sur une pompe, hein. C'était un projet avec Flowserve et Ansys, donc ils font des outils de jumeaux numériques.
et donc qui permettait réellement de connaître en conditions réelles donc l'évolution des performances et de mieux modéliser finalement le risque derrière de panne, et également d'aider à raccourcir les cycles de développement. Alors ça peut se faire également sur des machines spéciales, des machines-outils. Finalement, tout équipement peut être transformé peut avoir son jumeau numérique pour pouvoir donc mieux gérer son fonctionnement. On note déjà plusieurs outils qui donc permettent donc de développer ces jumeaux numériques. Donc vous avez une liste ici sur cette diapo, donc notamment Aveva, NC Simul, AspenTech, ANSYS, etc., SimCenter. Sur la diapositive 5, alors ça permet de montrer que finalement ça intéresse quand même, comme je disais, on est quand même sur les grands groupes, et ça intéresse la plupart des marchés, des grands marchés type aéronautique, énergie, naval, ou même le bâtiment. Dans le bâtiment, on parlait au départ plutôt de la maquette numérique. On va dire c'était l'étape avant finalement le passage au jumeau numérique vivant, hein, c'est ça qu'on peut parler, donc quand il évolue en temps réel. Et dans l'énergie, EDF s'en sert notamment pour pouvoir modéliser et simuler finalement en temps réel leurs centrales nucléaires. Donc c'est bien vraiment un outil pour la maintenance, que ce soit les générateurs de vapeur, les alternateurs, etc. Donc ils ont modélisé des jumeaux numériques qui leur permettent ensuite de mieux prévoir et anticiper les risques de panne et d'arrêt de réacteurs. Donc finalement ça intéresse également l'aéronautique avec Safran, etc. Ou Naval par exemple, qui a aussi modélisé ces bâtiments maritimes en jumeaux numériques. Alors cette diapositive 6 ensuite, donc pour montrer effectivement que le jumeau numérique fait appel à de nombreuses données. Donc il peut y avoir des problèmes de problématiques d'échange de données, de réglementation par rapport à ça. Et c'est pour cela qu'il y a déjà de nombreux groupes de normalisation pour justement éviter le risque de mauvais échanges de données et qui peut être une vraie problématique dans ce domaine. Alors ensuite, diapositive 7, alors ça effectivement, c'est sur toutes les fiches, hein, mais c'est intéressant quand même, on va pas vous les présenter sur toutes les fiches qu'on vous présente ce matin, mais en tout cas sur celle-ci, juste préciser qu'on a fait quand même pas mal de travaux de type notes et dossiers de veille autour du jumeau numérique, qu'on a un dossier de veille assez détaillé, donc avec des applications aux équipements fluidiques qui est en cours de finalisation et qui fera l'objet d'un webinar le 27 avril de 14h à 15h. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur ce sujet du jumeau numérique, je vous invite à vous inscrire à ce webinar donc qui sera réalisé en collaboration avec des experts du CETIM, Mohamed Benebache et Mario Eltabache. Et donc voilà, donc cette thématique en tout cas intéresse également de plus en plus le CETIM, et donc c'est pour cette raison que on vous propose ce webinar donc fin du mois. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à aller sur le site ou à nous faire remonter tout commentaire.